Cette nuit, tu vas devenir l'une des créatures les plus étonnantes que la vie ait jamais produites. Une créature si petite que tu ne l'as sans doute jamais vue, et qui vit pourtant tout autour de toi, sur les toits, sur les murs, dans la mousse des forêts, jusque dans le jardin sous ta fenêtre. Une créature qui sait faire une chose qu'aucun être humain ne saura jamais faire, arrêter sa propre vie, la mettre en pause, traverser ainsi le feu, la glace, le vide de l'espace et le passage des années, puis revenir sans hâte à l'existence comme si de rien n'était. Cette nuit, tu deviens un tardigrade. On le surnomme l'ourson d'eau. Et son vrai nom, tardigrade, vient du latin, et signifie celui qui marche à pas lents, car cette petite bête avance avec une lenteur paisible, sans hâte, comme un ourson minuscule qui se promènerait dans un monde de cristal. Mais ne te laisse pas tromper par cette douceur. Derrière son allure tranquille se cache l'un des êtres les plus durs à tuer de toute la création. Pour le devenir, il va te falloir rétrécir. Rétrécir comme jamais. Car tu ne vas pas seulement devenir petit comme une fourmi ou un insecte. Tu vas devenir microscopique. Un tardigrade mesure, au mieux, un demi-millimètre, la taille d'un grain de sel, d'un point posé au bout d'une phrase. La plupart sont plus petits encore. Si petits qu'un œil humain ne les distingue qu'à peine, comme une poussière qui bougerait. Pour te voir vraiment, il faut un microscope. Alors laisse le monde enfler autour de toi, sans mesure. Laisse une goutte de rosée devenir un océan. Laisse un brin de mousse devenir une forêt de colonnes vertes. Laisse un grain de poussière devenir un rocher. Te voilà entré dans le monde des choses infimes, ce monde grouillant et secret qui se cache dans chaque recoin d'une autre, et que nous ne voyons jamais. Prends maintenant la mesure de ton nouveau corps. Tu es une petite chose dodue, allongée comme un tonnelet, un peu translucide, à travers laquelle on devine ce que tu viens de manger. Tu as 8 pattes, courtes et trapues, réparties le long de ton corps, et chacune se termine par de minuscules griffes recourbées, parfois 4, parfois plus, avec lesquelles tu t'agrippes au monde. Tu marches à pas compter, en te dandinant, plantant tes griffes dans les fibres de la mousse, te hissant d'un brin à l'autre. À l'avant, tu as une bouche ronde, un orifice sans dents mais armé, à l'intérieur, de 2 fins stylets pointus, comme 2 petites aiguilles, qui te servent à percer pour te nourrir. Et tu n'as pas vraiment d'yeux, tout au plus 2 taches sensibles à la lumière, 2 points sombres qui te disent s'il fait clair ou sombre. Ton monde, comme celui de la fourmi, n'est pas un monde d'images nettes. C'est un monde de contact, de pression, d'humidité, de lumière vague. Et ton royaume, c'est l'eau. Mais pas un lac, pas une rivière, pas même une flaque. Ton royaume, c'est la fine pellicule d'eau qui enrobe les brins de mousse après la pluie ou la rosée. Une couche d'eau si mince qu'un humain ne la remarquerait même pas, juste un peu d'humidité sur un coussin de mousse verte. Pour toi, c'est tout un univers liquide où tu nages, où tu rampes, où tu vis. Car le tardigrade, malgré ses pouvoirs, est avant tout un animal aquatique. Il lui faut de l'eau, ne serait-ce qu'un film, une mince couche tout autour de lui, pour vivre, bouger, manger, se reproduire. Tant qu'il y a cette eau, tout va bien. Tu te promènes dans ta jungle de mousse, paisible, à la recherche de nourriture. Prends un instant pour habiter ce film d'eau, car c'est un monde à part entière, et il ne ressemble en rien au nôtre. À ton échelle, l'eau n'est pas la chose fluide et légère que connaît l'humain. Elle est épaisse, tenace, presque sirupeuse. Sa surface, ce mince plafond qui sépare l'eau de l'air, n'est pas pour toi une simple limite. C'est une membrane élastique, tendue, sur laquelle de plus petites créatures que toi peuvent marcher sans s'enfoncer, et qui te retient, toi, comme une peau souple quand tu t'en approches. Le moindre mouvement que tu fais déplace cette eau lourde tout autour de toi, et tu en sens la résistance contre tes flancs, contre tes pattes, à chaque pas. Tu ne nages pas vraiment comme un poisson. Tu rampes plutôt dans ce gel transparent, t'agrippant aux fibres, te tractant d'un brin à l'autre, dans une lenteur paisible qui est celle de ton monde. Et tout autour de toi, dans cette eau dense, flotte une poussière de vie. Des cellules en suspension, des débris végétaux, des grains que la lumière verte traverse et fait scintiller. Quand un rayon de soleil tombe à travers la mousse jusqu'à ton film d'eau, il allume d'une clarté verte et tremblante, comme la lumière qui descend dans une forêt au petit matin. Tu vis dans cette cathédrale liquide, parmi les colonnes des brins de mousse qui montent vers la lumière, leurs cellules vertes empilées comme des vitraux. L'eau te porte, te baigne,
t'enveloppe de toutes parts. Tu n'as ni froid ni chaud, tu n'as ni soif ni faim tant que la pluie est récente. Tu es chez toi, dans la goutte, au cœur d'un monde que l'humain enjambe sans même le voir. Et que manges-tu? Tu plantes tes 2 stylets dans les cellules des plantes, des algues, des petites mousses qui t'entourent. Tu perces leurs parois, comme on percerait une outre, et tu aspires ce qu'il y a dedans, leur jus, leur contenu, la matière vivante de leurs cellules. Certains de tes cousins tardigrades sont des chasseurs, et percent de la même façon de minuscules animaux, des vers microscopiques, ou même d'autres tardigrades. Mais toi, paisible habitant de la mousse, tu te contentes de vider les cellules végétales, une à une, sans hâte, dans la lumière verte filtrée par ta forêt miniature. Tu es un brouteur du monde infime. Autour de toi, ce micro-monde grouille de vie. Car la mousse n'est pas seulement ton garde-manger. C'est une cité invisible, peuplée d'une multitude de créatures que nul ne voit. Il y a les rotifères, de petits animaux qui filtrent l'eau avec une couronne de cils tournoyants, une couronne qui tourne et brasse l'eau comme 2 petits trous, et qui attire vers leur bouche les miettes en suspension. Tu les croises souvent, ancrés à un brin de mousse, leur couronne de cils battant l'eau sans repos, et tu passes ton chemin sans les déranger. Il y a les nématodes, ces vers minuscules, fins comme des cheveux translucides, qui ondulent entre les fibres avec un mouvement de fouet, se faufilant dans les moindres interstices du tapis vert. Il y a des amibes qui rampent en se déformant, des algues unicellulaires rondes comme de minuscules billes vertes, des protozoaires en forme de toupie, et des bactéries par milliards, si petites que même à ton échelle elles ne sont qu'une brume. Tout un peuple, tout un écosystème, tient dans une touffe de mousse pas plus grande que ta main d'humain. Et toi, l'ourson d'eau, tu es l'un des plus gros habitants de ce monde-là, un géant tranquille parmi les poussières vivantes. Et pourtant, tu n'es pas seul de ton espèce, loin de là. Les tardigrades forment un peuple immense et varié, dont on connaît à ce jour plus d'1 millier de sortes différentes, et l'on en découvre encore d'autres chaque année, tapis dans des recoins que nul n'avait songé à fouiller. Tous ne vivent pas, comme toi, dans la mousse d'un vieux mur. Certains de tes lointains cousins habitent la mer, parmi les grains de sable du fond, dans le mince film d'eau qui sépare une particule de sable de la suivante. On les appelle parfois les habitants des sables, et ils passent leur vie dans ce labyrinthe minéral inondé, sans jamais voir la lumière. D'autres vivent dans l'eau douce des lacs et des étangs, accrochés aux plantes immergées, rampant sur la vase, parmi les débris du fond. Et d'autres encore, comme toi, sont des bêtes de la terre ferme, non pas qu'ils respirent l'air sec, mais ils logent dans ces milieux humides et fragiles que sont la mousse, le lichen, la litière des feuilles mortes, la fine couche d'eau qui s'accroche aux choses après la pluie. Ce sont ces tardigrades-là, les tiens, les habitants de la mousse et du lichen, qui ont poussé le plus loin l'art de survivre à la sécheresse, car ce sont eux qui, le plus souvent, voient leur monde s'évaporer. Et selon les espèces, on ne mange pas la même chose. Toi, paisible brouteur, tu vides les cellules vertes des plantes et des algues. Mais d'autres tardigrades sont des prédateurs. Ils plantent leur stylet non pas dans une cellule végétale, mais dans le corps d'un rotifère, d'un hématode, parfois d'un autre tardigrade plus petit qu'eux, et ils en aspirent le contenu vivant. Imagine cela. Dans ce monde silencieux de la mousse, parmi les brouteurs paisibles, rôdent aussi des chasseurs à 8 pattes, qui traquent leur proie à pas compter, la saisissent, la percent et la vident. Le micro-monde a ses herbivores et ses carnassiers, ses agneaux et ses loups, exactement comme la grande savane des animaux que nous voyons. Simplement, tout cela se joue à l'échelle d'une goutte d'eau, dans un théâtre que nul œil humain ne surprend jamais. Et songe que pendant la plus grande partie de l'histoire humaine, personne ne soupçonnait ton existence. Comment l'aurait-on pu? Tu es trop petit pour le regard nu. Pendant des milliers d'années, les hommes ont marché sur la mousse, se sont assis contre les vieux murs, ont bu l'eau des rosées, sans jamais deviner qu'un peuple d'oursons d'eau y broutait, juste sous leurs yeux, dans une dimension qui leur restait fermée. Il a fallu, pour te découvrir, qu'on invente une machine pour voir l'invisible, le microscope. C'est seulement quand on a su tailler des lentilles capables d'agrandir le monde des centaines de fois que ce continent caché s'est ouvert. Et alors, il y a quelques siècles, au temps où les premiers naturalistes braquaient leurs lentilles sur des gouttes d'eau et des touffes de mousse trempée, l'un d'eux, penché sur son instrument, vit avancer dans son champ une petite chose dodue, à 8 pattes, qui se dandinait d'un pas paisible. Il fut, dit-on, frappé par sa démarche d'ours en miniature,
et c'est de là que vient le tendre surnom qui t'accompagne encore, le petit ours d'eau. Imagine son émerveillement. Cet homme venait de poser le regard, pour la toute première fois, sur une créature qui vivait là depuis un demi-milliard d'années, sans que nul humain ne l'eût jamais vue. Tout un règne du vivant, vaste et grouillant, attendait depuis toujours qu'on invente l'œil capable de le rejoindre. Et depuis ce jour, on ne cesse de te découvrir un peu mieux, sans jamais avoir fini de t'étonner. Voilà ta vie ordinaire. Une vie douce, lente, humide, à brouter dans la mousse, à pondre tes œufs, à grandir en changeant de peau. Car ton corps est enveloppé d'une fine carapace souple, une cuticule, qui te protège mais qui ne grandit pas avec toi. Aussi, de temps en temps, comme l'insecte, comme le petit crabe, tu dois muer, t'extraire de ton ancienne peau devenue trop étroite, en sortir par l'avant comme on se dégage d'un vêtement trop serré, et te retrouver à nu dans une cuticule neuve, plus ample, qui durcira un peu en quelques heures. C'est un moment délicat de ta vie, où tu es plus fragile, plus tendre, le temps que ta nouvelle enveloppe se forme. Mais c'est ainsi que tu grandis, mue après mue, abandonnant derrière toi tes vieilles peaux comme autant de mues fantômes accrochées au brin de mousse. Et il y a là, dans cette mue, une chose curieuse et belle. Car chez beaucoup de tardigrades, c'est au moment de muer que se joue aussi la naissance des petits. Quand vient le temps de pondre, la femelle ne dépose pas toujours ses œufs sur une feuille ou dans l'eau libre. Souvent, elle les dépose à l'intérieur de sa vieille peau, dans la cuticule qu'elle vient de quitter, et qui devient ainsi un berceau, une coque protectrice abandonnée derrière elle. Les œufs reposent là, à l'abri, dans cette dépouille translucide, le temps de mûrir. Si bien qu'une simple mue, qu'on prendrait pour un déchet, une enveloppe vide, et parfois un nid plein de vie en attente. La vieille peau qui ne sert plus à la mère sert encore à protéger ses enfants. Rien ne se perd, dans ce monde minuscule. Même ce qu'on abandonne devient un abri. Et les œufs eux-mêmes sont des merveilles. Selon les espèces, ils sont lisses, ou bien hérissés de pointes ornées de cônes, de coupelles, de dentelles minuscules, comme de petits joyaux sculptés que l'on ne voit qu'au microscope. Chaque sorte de tardigrade a ses œufs à elle, et les savants les reconnaissent à ses ornements délicats, comme on reconnaîtrait une famille à ses armoiries. À l'intérieur de chacun de ces œufs sculptés mûrit un tardigrade en réduction, qui éclora un jour avec déjà ses 8 pattes, déjà ses griffes, déjà ses stylets, une copie minuscule de l'adulte, prête à brouter la mousse dès le premier jour. Une vie paisible de minuscule animal aquatique, qui se transmet ainsi d'œuf en œuf, de mue en mue, depuis des temps que nul ne peut compter. Mais cette vie a un problème, un seul, et il est terrible. Ton monde peut disparaître. À tout moment. Car ta goutte d'eau, ta mince pellicule sur la mousse, ne tient qu'à un fil. Vienne le soleil, vienne le vent sec, vienne un jour sans pluie, et l'eau s'évapore. La mousse, qui était un coussin gorgé d'eau, devient en quelques heures une touffe sèche et cassante, crissante comme de la paille. Ton océan s'évanouit. Ta forêt de cristal se dessèche. Et toi, petit animal d'eau qui a besoin d'humidité pour le moindre de tes gestes, tu te retrouves à nu, dans un désert. Pour presque tous les êtres vivants, cela voudrait dire la mort. L'eau est le berceau de la vie, la perdre, c'est mourir. Une plante privée d'eau se fane. Un animal privé d'eau se dessèche et périt. La vie, telle que nous la connaissons, est faite surtout d'eau, et ne peut, en général, fonctionner sans elle. Mais toi, tardigrade, tu connais un secret que presque personne d'autre ne connaît. Quand ton monde s'assèche, tu ne meurs pas. Tu fais quelque chose de prodigieux. Tu te retires de la vie. Laisse-moi te raconter ce qui se passe en toi, à mesure que l'eau s'en va. Tu perçois l'humidité décroître autour de toi. Le film d'eau qui te portait s'amincit, se retire des creux, abandonne les hauteurs des brins. L'air sec s'avance. Et au lieu de t'agiter, de paniquer, de chercher en vain une eau qui n'est plus là, tu te prépares. C'est important, ce mot, tu te prépares. La déshydratation, pour toi, n'est pas un accident subi. C'est un geste que tu accomplis, avec un savoir-faire inscrit dans ta chair depuis des temps immémoriaux. Tu rentres tes 8 pattes sous ton corps, une à une. Tu te recroquevilles sur toi-même, tu te contractes, tu chasses l'air et l'eau d'entre tes plis, et tu prends la forme d'un petit tonneau, d'un grain ridé et compact, aussi serré que possible, offrant le moins de surface possible à l'air qui veut te dessécher.
Les savants ont donné un joli nom à cette forme, ils l'appellent le tonnelet. Tu n'es plus qu'un tonnelet minuscule, fripé, ramassé, dans lequel toute vie semble s'être arrêtée. Et ce repli n'a rien d'une agonie. C'est un rituel ancien, paisible, presque tendre, la manière dont ton corps se borde lui-même avant le grand sommeil sec, comme on plie avec soin une chose précieuse avant de la ranger pour longtemps. Et à l'intérieur, c'est encore plus prodigieux. Tu chasses l'eau de ton corps, presque toute. Là où un être vivant est fait à plus de 70% d'eau, tu te déshydrates jusqu'à n'en garder qu'un soupçon, parfois moins de 3%. Tu deviens sec comme une graine, sec comme une poussière. Mais cette déshydratation, qui tuerait n'importe qui d'autre, tu la maîtrises. Car tu ne laisses pas l'eau partir n'importe comment. À mesure qu'elle s'en va, tu la remplaces, dans ton corps, par d'autres substances protectrices. Tu fabriques des sucres particuliers, et surtout des protéines spéciales qui, en séchant, forment autour de tes organes, de tes molécules, de ton patrimoine vital, une sorte de verre. Oui, un verre, tes cellules se figent dans une matière vitreuse, transparente et solide, qui enrobe et fige chaque chose fragile à l'intérieur de toi, l'immobilise, la protège et l'empêche de se briser. Comme on couche un objet précieux dans de la résine pour le préserver à jamais, tu coules ta propre vie dans un verre vivant. Et alors, dans ce tonnelet de verre, ta vie s'arrête. Pour de bon. Ton métabolisme, c'est-à-dire l'ensemble des réactions chimiques qui font qu'un corps vit, chute jusqu'à devenir indétectable, ou presque. Tu ne respires plus. Tu ne te nourris plus. Tu ne vieillis plus. Ton cœur, si tu en avais un, ne battrait plus. Tu n'es ni tout à fait vivant, ni tout à fait mort. Tu es ailleurs, dans un état que la vie ordinaire ne connaît pas, suspendu entre les deux. Les savants ont nommé cet état la cryptobiose, ce qui veut dire la vie cachée. Ta vie ne s'est pas éteinte, elle s'est cachée, repliée, mise en réserve, en attendant des jours meilleurs. Tu es devenu une énigme vivante, un être qui a appuyé sur pause. Et il vaut la peine de comprendre, un instant, comment se fait ce prodige, car c'est là tout le secret de ta survie. Le danger, quand un être vivant perd son eau, n'est pas seulement de manquer d'eau. Le vrai danger, c'est que sans elle, tout s'effondre à l'intérieur. L'eau, dans une cellule, n'est pas un simple remplissage. C'est elle qui tient en place les molécules de la vie, qui maintient les protéines pliées dans leur forme juste, qui empêche les membranes de se déchirer. Retire l'eau d'un coup, et tout cela se froisse, se casse, se colle, se défait, et la cellule meurt, sans retour. C'est pour cela que la sécheresse tue presque tout ce qui vit. Mais toi, tu as trouvé la parade. À mesure que l'eau s'en va, tu la remplaces, molécule pour molécule, par des sucres protecteurs et par des protéines particulières que ton corps fabrique exprès. Ces substances se glissent là où l'eau se trouvait, contre tes membranes, autour de tes protéines fragiles, et en séchant, elles ne forment ni cristaux ni poudre, elles forment un verre. Un verre vivant, transparent, immobile, qui fiche chaque chose exactement à sa place, qui tient tout en suspens, comme un insecte pris dans l'ambre depuis des millions d'années. Rien ne peut plus bouger, donc rien ne peut plus se briser, ni se déformer, ni se dégrader. Ta vie n'est pas détruite par la sécheresse. Elle est mise sous verre, en attendant que l'eau revienne dissoudre la coque et tout remettre en mouvement. Voilà le cœur de ton secret. Tu ne luttes pas contre la perte d'eau, tu l'accompagnes, et tu la transformes en armure. Et c'est là, dans cet état de tonnelet desséché, que tu deviens presque indestructible. Car tant que tu étais un petit animal d'eau bien dodue, tu étais fragile, comme toute chose vivante. Mais une fois changé en tonnelet sec, en grain de verre où plus rien ne bouge, tu peux endurer des choses qui dépassent l'entendement. Écoute bien ce dont tu deviens capable, car c'est à peine croyable. Tu peux supporter le froid le plus extrême. Non pas le froid d'un hiver, ni même celui des pôles. Le froid presque absolu, celui qui règne aux confins de l'espace, à quelques degrés seulement au-dessus du zéro absolu, cette température en dessous de laquelle on ne peut pas descendre, où tout mouvement s'arrête. On a plongé des tardigrades en tonnelet dans un froid pareil, à des centaines de degrés sous zéro, et lorsqu'on les a réchauffés et remis dans l'eau, ils sont repartis comme si de rien n'était. Pense à ce que cela veut dire. À ce froid-là, l'eau ordinaire serait devenue plus dure que la pierre, et toute cellule vivante aurait dû éclater, car en gelant,
l'eau se dilate et forme des cristaux pointus qui déchirent tout de l'intérieur. Mais toi, dans ton Onley, tu n'as presque plus d'eau à geler, et le ver vivant qui t'enrobe ne forme pas de cristaux. Il se contente de durcir encore, de te tenir au repos, impassible, pendant que dehors le monde se fige dans un froid de fin du monde. Tu attends que la chaleur revienne, comme tu attendrais la pluie. Le gel n'est, pour toi, qu'une autre sorte de sécheresse, et tu sais lui répondre. Tu peux supporter, à l'autre extrême, une chaleur féroce. On a chauffé des tardigrades desséchés bien au-delà de la température de l'eau bouillante, et certains ont survécu. Le feu qui cuit, qui dessèche, qui calcine, pour un peu de temps, ton tonnelet de vers le brave. Là encore, c'est ta sécheresse qui te sauve. Ce qui meurt sous la chaleur, d'ordinaire, ce sont les molécules fragiles d'un corps gorgé d'eau, qui se défont, coagulent, comme le blanc d'un œuf qui blanchit et durcit à la poêle. Mais dans ton verre sec, tout est tenu, immobile, à l'abri de ce naufrage. La chaleur passe sur toi sans trouver de prise, comme elle passerait sur un grain de sable. Tu peux supporter des pressions énormes. Descends par la pensée jusqu'au fond des océans les plus profonds, là où des kilomètres d'eau pèsent de tout leur poids, où la pression broierait un sous-marin ordinaire comme on écrase une boîte de conserve sous le talon. C'est une force que rien, à la surface du monde, ne laisse imaginer. On a soumis des tardigrades à des pressions plusieurs fois supérieures encore, des pressions qui n'existent nulle part sur Terre, pas même au fond des fosses marines. Et ils ont tenu. Leur petit corps de verre, tassé sur lui-même, ne s'écrase pas. Il y a si peu de vide en lui, si peu d'eau libre, que la pression ne trouve presque rien à comprimer. Là où une chose pleine de cavités s'effondrerait, le tonnelet, dense et solide, tient bon. Et lorsqu'on relâche l'étreinte et qu'on lui rend l'eau, il se déplie, intact. Tu peux supporter les radiations. Ces rayonnements invisibles qui détruisent les cellules vivantes, qui brisent les molécules de la vie, qui tuent par bien moindre dose tout être humain, tu en encaisses des centaines, des milliers de fois plus que nous sans périr. Comment fais-tu? Cela tient à plusieurs secrets qui s'additionnent. Le premier est simple. À sec, sans eau, les radiations font moins de dégâts. Car une bonne part des ravages que provoquent les rayonnements ne vient pas du rayon lui-même, mais de l'eau qu'il traverse. En frappant les molécules d'eau d'une cellule, le rayonnement les éclate en fragments agressifs, de petites molécules avides et destructrices qui vont ensuite déchirer tout ce qu'elles touchent, à commencer par ton patrimoine génétique. Or, dans ton tonnelet desséché, il n'y a presque plus d'eau. Le rayonnement traverse donc un corps presque sec, où il a beaucoup moins de matière à briser et beaucoup moins de fragments à libérer. Tu offres moins de prise au coup. Mais cela ne suffit pas à tout expliquer, car même bien réhydraté, même gorgé d'eau, le tardigrade résiste aux radiations bien mieux que nous. Et c'est là qu'intervient le second secret, le plus prodigieux. Ton corps possède des réparateurs hors du commun. Quand un rayonnement brise ton patrimoine génétique en 1000 morceaux, et c'est ce qui tue, d'ordinaire, car ce patrimoine est le plan qui dit à chaque cellule comment vivre, tes cellules se mettent au travail et recousent les fragments, recollent les brins rompus, reconstituent le texte déchiré, lettre après lettre, jusqu'à ce que le plan soit de nouveau lisible. Là où les cellules d'un homme, débordées, abandonnent et meurent, les tiennes recollent sans relâche les morceaux et repartent. Et il y a plus encore. On a découvert chez certains tardigrades une protéine étonnante, qui n'existe que chez eux, et qui s'enroule autour de leur patrimoine génétique comme un manteau, comme un bouclier souple, pour le protéger des coups avant même qu'il ne frappe. C'est une armure moléculaire, tissée autour du plus précieux trésor de la cellule. Et l'on a montré que cette protéine, transférée dans des cellules humaines cultivées au laboratoire, les rendait à leur tour plus résistantes au rayonnement. Comme si l'on pouvait, en empruntant à l'ourson d'eau son armure, en draper un peu nos propres cellules. Là où nos cellules abandonnent, les tiennes recollent les morceaux et continuent. Et enfin, c'est peut-être le plus stupéfiant de tout, tu peux supporter le vide de l'espace. Le vide absolu, sans air, sans pression, baigné par les radiations brutales du Soleil et du cosmos, ce vide où aucun être vivant connu ne devrait survivre une seconde. Eh bien, on l'a fait. Il y a près de 20 ans, des savants ont emporté des tardigrades à bord d'un satellite, les ont exposés à nu au vide de l'espace, en orbite autour de la Terre, sans aucune protection, pendant plusieurs jours. Puis on les a ramenés sur Terre, et on les a remis dans l'eau. Et beaucoup se sont réveillés. Ils ont bu, gonflé,
déplié leurs 8 pattes, et se sont remis à marcher, à manger, à pondre. Le tardigrade est à ce jour l'un des seuls animaux dont on sait avec certitude qu'il peut survivre, à nu, à un séjour dans l'espace. Cette petite bête de la mousse de ton jardin a voyagé là où même les astronautes ne s'aventurent qu'enfermés dans des combinaisons et des vaisseaux. Reste là un instant, dans ton tonnelet de verre, et mesure ce que tu es devenu. Un grain de poussière sèche, posé sur une mousse desséchée, que le vent pourrait emporter. Et dans ce grain, toute une vie en attente, à l'abri, intacte, prête à reprendre. Tu peux rester ainsi des jours, des mois, des années. Certains tardigrades ont été ramenés à la vie après des années passées au sec, dans de vieux échantillons de mousse oubliés au fond d'un tiroir de musée. Imagine la scène. Un savant, des décennies plus tard, ouvre une vieille boîte d'herbier, en sort une touffe de mousse desséchée et cassante, récoltée et séchée bien avant sa naissance, peut-être. Une mousse morte, croirait-on, une relique de plante poussiéreuse. Il la pose dans un peu d'eau, par curiosité. Et au bout de quelques heures, sous son microscope, quelque chose bouge. Un petit corps se regonfle, déplie ses pattes, et se met à marcher dans la goutte. Une bête qui s'était endormie dans un autre temps, dans un autre monde, se réveille comme si la veille seulement elle broutait la mousse. Tout ce qui a pu se passer pendant ce sommeil, les hivers, les étés, les vies humaines entières qui ont commencé et fini, ne l'a pas touché. Le temps, pour toi, ne compte plus. Pendant que tu entonnes lait, tu ne vieillis pas. Tu ne dépenses presque rien. Tu attends, simplement, sans impatience et sans angoisse, car tu ne penses rien, tu ne sens rien. Tu es une vie mise en réserve, une promesse repliée dans un grain de verre. Et puis, un jour, la pluie revient. Une goutte d'eau touche la mousse. L'humidité se répand, gonfle les brins desséchés, ranime la forêt de cristal. Et l'eau atteint ton tonnelet. Alors, en silence, le miracle se produit à l'envers. L'eau pénètre ton corps fripé. Le verre qui figeait ta vie se redissout, fond comme du sucre dans l'eau tiède, libère une à une les molécules qu'il tenait en suspens. Tes organes se réhydratent, reprennent leur forme, leur souplesse, comme une éponge sèche qu'on plonge dans l'eau et qui regonfle entre les doigts. Le tonnelet ridé se gorge d'eau, ses plis se lissent, ses creux se comblent. Ton métabolisme se rallume, en douceur d'abord, comme une braise qu'on ranime, puis de plus en plus franc, les réactions chimiques de la vie reprenant leur danse une à une, dans un ordre patient. En quelques minutes, en quelques heures parfois, ton corps se regonfle, se déplie. Tes 8 pattes ressortent une à une, d'abord raides, puis souples, et se posent sur la mousse retrouvée. Une de tes taches sombres perçoit de nouveau la lumière verte. Tes stylets, dans ta bouche ronde, sont prêts à percer de nouveau les cellules vertes. Tu bouges. Tu marches. To is fame. Et te voilà reparti dans la mousse, vivant, entier, comme si tu ne t'étais jamais arrêté. Entre le moment où tu t'es desséché et celui où tu te réveilles, il a pu s'écouler une semaine ou 10 ans. Pour toi, c'est pareil, c'est un battement de cils, un sommeil sans rêve dont ne garde aucune trace. Tu ne sais pas combien de temps a passé. Tu ne le sauras jamais. Le monde a tourné, des saisons se sont succédées, peut-être des années entières, et toi, tu as simplement fermé une parenthèse et repris ta phrase exactement où tu l'avais laissée. C'est le plus doux des voyages dans le temps. Un saut par-dessus les mauvais jours, sans douleur, sans peur, sans même t'en apercevoir. Comprends bien ce que cela signifie. Tu as trouvé, par l'évolution, une solution à un problème que l'humanité tout entière n'a jamais su résoudre. Que faire quand les conditions de la vie disparaissent? La plupart des êtres vivants n'ont qu'une réponse: fuir ou mourir. Toi, tu en as une troisième, prodigieuse: attendre. Mettre la vie de côté, intacte, le temps que ça passe. Tu n'as pas besoin de fuir la sécheresse, le gel ou le manque, puisque tu peux simplement les traverser, endormi dans ton verre, et te réveiller de l'autre côté quand le monde redevient clément. C'est pour cela que les tardigrades sont partout. Absolument partout. Au sommet des plus hautes montagnes, là où l'air se raréfie et où presque rien ne pousse, on les trouve dans les rares coussins de mousse accrochés à la roche. Dans les glaces de l'Antarctique, le continent le plus hostile de la Terre, ils vivent dans les mares qui dégèlent l'été et regèlent l'hiver, traversant chaque gel roulé en tonnelet. Au fond des océans, dans les sables noirs des grandes profondeurs.
dans les sources brûlantes, au bord de l'eau bouillante. Dans les déserts, où ils attendent, des années s'il le faut, l'unique pluie d'une saison. Et jusque dans la mousse d'un trottoir, la gouttière d'un toit, le lichen d'un vieux mur, le moindre carré de verdure entre deux pavés de ta ville. Songe-y. Il y a sans doute, à quelques mètres de l'endroit où tu reposes cette nuit, des milliers d'oursons d'eau bien vivants, ou bien roulés en tonnelets, en attente de la prochaine rosée. Tu n'es jamais loin d'eux. Personne ne l'est. Là où la vie semble impossible, eux s'installent, car là où d'autres meurent de soif ou de froid, eux n'ont qu'à se rouler en tonnelets et attendre. Ils n'ont pas conquis le monde par la force, ni par la vitesse, ni par la ruse, mais par cette seule vertu, si simple et si rare, la capacité de tenir bon, de patienter, de ne jamais tout à fait mourir. Et cela leur a permis de traverser, non seulement les sécheresses, mais les âges. Les tardigrades existent depuis un demi-milliard d'années. Un demi-milliard. Ils étaient là bien avant les dinosaures, bien avant les fleurs, bien avant que la vie ne sorte des mers pour conquérir la terre ferme. Ils ont vu passer toutes les grandes catastrophes de l'histoire du vivant, les extinctions de masse, les chutes de météorites, les glaciations, les bouleversements qui ont effacé d'innombrables espèces. Et eux, les petits oursons d'eau, ils sont toujours là, inchangés ou presque, broutant la mousse comme au premier jour. Certains savants pensent que les tardigrades font partie des rares animaux qui pourraient survivre au pire cataclysme imaginable. La chute d'un astéroïde géant, l'explosion d'une étoile proche, presque tout ce qui pourrait stériliser la surface de la Terre. Tant qu'il restera, quelque part, un peu d'eau et un peu de mousse, il restera sans doute des tardigrades pour la brouter. Arrête-toi un instant sur ce chiffre, car il est presque impossible à saisir, un demi-milliard d'années. Essaie de le dérouler. Si tu remontais le temps à reculons, tu verrais d'abord s'effacer les villes, puis les hommes, puis les grands mammifères. Tu verrais reparaître les dinosaures et régner sur la Terre pendant un temps immense. Et pourtant, même quand le premier dinosaure a posé sa patte sur le sol, les tardigrades étaient déjà là depuis des temps incalculables, anciens parmi les anciens. Continue de remonter. Tu verrais disparaître les fleurs, qui sont une invention tardive du vivant, disparaître les forêts. Tu verrais la vie quitter la terre ferme et refluer tout entière dans la mer, car il fut un temps où la terre était nue, sans une herbe, sans un arbre, un désert de roches et de vent. Et l'ourson d'eau, lui, traversait déjà tout cela. Il a vu le ciel changer de couleur, les continents glisser et se rejoindre, des océans naître et mourir, la terre se couvrir de glace d'un pôle à l'autre puis fondre encore. Il a traversé 5 grandes extinctions, ces moments où la vie a failli s'éteindre presque tout entière, où la plupart des espèces de la planète ont disparu d'un coup. Et chaque fois, parmi les ruines, le petit ours d'eau a survécu, roulé dans son tonnelet, attendant que le monde redevienne habitable. Tu portes en toi, cette nuit, l'héritage de cette patience inouïe. Tu es l'un des plus vieux voyageurs du temps que la Terre ait jamais porté. Laisse cette idée t'accompagner vers le sommeil, car elle est vertigineuse et pourtant apaisante. Ce petit animal que tu es cette nuit a percé l'un des plus vieux mystères de l'existence, la frontière entre la vie et la mort. Nous croyons, nous les humains, que cette frontière est nette, qu'on est soit vivant, soit mort, et qu'on ne revient pas de l'autre côté. Le tardigrade brouille cette frontière. Dans son tonnelet, il n'est ni vivant ni mort. Son métabolisme est si bas qu'aucun instrument ne le détecte. À toutes les mesures, il a l'air d'un grain de poussière sans vie. Et pourtant, l'eau revenue, il marche de nouveau. Où était-il, pendant tout ce temps? Dans quel état, entre les deux rives? Les savants eux-mêmes hésitent sur les mots. Certains disent qu'il n'était pas vivant, puisque rien en lui ne fonctionnait. D'autres, qu'il n'était pas mort, puisqu'il pouvait revenir. Il était ailleurs, dans un 3e pays que notre langage n'avait pas prévu. Il a posé sa vie comme on poserait un livre ouvert, en gardant la page, pour le reprendre plus tard exactement là où il avait laissé. La mort, pour lui, n'est pas toujours la fin. C'est parfois une simple pause, qu'on peut défaire. Et c'est sans doute pour cela que cette petite bête nous touche tant, au fond. Parce qu'elle a fait, à sa minuscule échelle, ce dont l'humanité a toujours rêvé sans jamais l'atteindre, franchir la mort et revenir. Non pas par magie, ni par prière, mais par un patient travail de la chair, un secret de chimie inscrit dans un corps gros comme un grain de sel. Et ce mystère, les savants le scrutent avec passion, car il pourrait nous être précieux.
Imagine si l'on parvenait à comprendre, vraiment, comment le tardigrade fiche sa vie dans le verre sans l'abîmer. On pourrait apprendre à conserver, à sec et à température ordinaire, des médicaments, des vaccins fragiles, sans avoir besoin de les garder au froid, et les porter ainsi jusque dans les coins les plus reculés du monde, là où il n'y a ni glace ni réfrigérateur. Songe à ce que cela changerait. Aujourd'hui, beaucoup de vaccins sont des choses délicates, faites de molécules fragiles qui se défoncent si on les laisse trop chauds trop longtemps. Pour les acheminer jusqu'aux villages les plus lointains, il faut les garder au froid tout le long du chemin. Une chaîne du froid ininterrompue, des camions réfrigérés, des glacières, des réfrigérateurs, et la moindre rupture de cette chaîne gâche tout. C'est l'un des grands obstacles à soigner les régions pauvres et reculées. Or, le tardigrade sait, lui, faire exactement ce dont on rêve, prendre une matière vivante fragile, et la figer dans un verre sec qui la garde intacte, des années durant, à la température ambiante, sans aucun froid. Si l'on parvenait à mimer son tour de main, à enrober nos vaccins de ces mêmes sucres protecteurs qui changent l'eau en verre, on pourrait peut-être un jour les sécher, les transporter dans une simple enveloppe, à dos d'homme ou de mule, jusqu'au bout du monde, et les réveiller d'une goutte d'eau au moment de s'en servir. Le secret d'un animal de la mousse pourrait ainsi sauver des vies humaines, très loin de toute mousse et de tout vieux mur. On pourrait apprendre à mieux conserver des cellules, des tissus, peut-être un jour des organes pour les greffes, en empruntant à l'ourson d'eau ses protéines qui changent l'eau en verre protecteur. Aujourd'hui, quand il faut conserver des cellules vivantes, on les congèle dans un froid extrême. Mais le froid est lourd à entretenir, et la moindre erreur, le moindre cristal de glace mal formé, peut tout abîmer. Le tardigrade, lui, ne congèle rien. Il sèche et il vitrifie. Et si l'on savait faire de même avec des cellules humaines, on pourrait peut-être un jour garder un greffon précieux, non plus dans un bain glacé qui ne dure que quelques heures, mais à sec, paisible, en attente, le temps de le porter jusqu'au malade qui en a besoin, fût-il à l'autre bout du monde. On étudie aussi cette fameuse protéine qui s'enroule autour du patrimoine génétique pour le protéger des radiations. Et si elle pouvait, un jour, aider à protéger des cellules humaines, celles d'un malade soigné par rayons, ou celles d'un astronaute exposé aux radiations d'un long voyage vers Mars. Le tardigrade, ce minuscule habitant de la mousse, est devenu un grand maître dont nos plus brillants savants espèrent apprendre les leçons. Il y a même une question plus folle, plus belle, que les tardigrades nous obligent à poser. Si une créature peut survivre au vide de l'espace, aux radiations, au froid presque absolu, alors la vie pourrait-elle voyager d'un monde à l'autre? Voici l'idée, vertigineuse. Imagine qu'un astéroïde, un jour, vienne frapper une planète où la vie a pris. Le choc est si violent qu'il arrache au sol des éclats de roche et les projette dans l'espace avec une telle force qu'ils échappent à la pesanteur de leur monde. Dans les pores de ces roches, dans leurs fissures humides, dormaient peut-être quelques créatures roulées en tonnelets, des bactéries, et qui sait, des animaux aussi tenaces que toi. Les voilà partis dans le vide, à la dérive entre les étoiles, figés dans leur verre, ne vieillissant pas, n'ayant besoin de rien. Le voyage peut durer des milliers, des millions d'années. Puis, par un hasard sur des milliards, l'éclat de roche tombe sur un autre monde, traverse son ciel en flamboyant, s'écrase, et si ce monde possède de l'eau et de la douceur, alors, peut-être, une goutte vient effleurer le grain endormi, et la vie se rallume, là, sur une terre qui n'en avait jamais porté. C'est une hypothèse, rien de plus, et nul ne sait si la vie a jamais voyagé ainsi. Le saut serait immense, et 1000 obstacles s'y opposent. Mais le simple fait que des animaux comme toi rendent cette idée pensable suffit à donner le vertige. Car si la vie peut suspendre son cours et endurer le vide, alors les mondes ne sont peut-être pas aussi isolés qu'ils en ont l'air, et les graines du vivant pourraient, en principe, dériver d'une étoile à l'autre. Tu es la preuve vivante que la vie est plus tenace, plus rusée, plus inventive que nous ne l'imaginions, qu'elle a trouvé, dans le secret d'une goutte d'eau sur une mousse, le moyen de défier presque tout ce que l'univers peut lui opposer. La plus petite des bêtes pose ainsi la plus grande des questions. Sommes-nous seuls, et la vie sait-elle franchir le noir entre les mondes? La nuit, à présent, enveloppe le jardin. Sur le vieux mur, sur le toit, dans la mousse humide de rosée, des millions de tardigrades comme toi vaquent à leur vie minuscule, broutant les cellules vertes dans la mince pellicule d'eau, à pas compter, sans hâte, indifférents au temps qui passe. Et si demain le soleil assèche tout,
Ils se rouleront en tonnelets et attendront la prochaine pluie, qu'elle vienne dans 3 jours ou dans 3 ans. Ils ont tout leur temps. Ils ont, en un sens, l'éternité, ou quelque chose qui lui ressemble, la capacité de traverser le temps en dormant, de sauter par-dessus les mauvais jours, de toujours revenir. Tu peux laisser, maintenant, ce petit corps de verre et d'eau. Laisse le micro-monde reprendre sa taille véritable, redevenir cette poussière invisible dans la mousse du jardin. Laisse une goutte de rosée redevenir une simple goutte. Tu n'as plus de stylet à planter, plus de cellules à brouter, plus de tonnelets à former. Tu peux, toi, te laisser glisser vers le sommeil sans crainte, car à la différence du tardigrade, tu n'as pas besoin de te dessécher pour te reposer. Il te suffit de fermer les yeux et de te laisser porter par la nuit, qui veille, et qui te ramènera demain à la lumière. Et si, un jour, tu marches dans une forêt et que tu poses la main sur un coussin de mousse, songe un instant à tout ce qui vit là, dans cette pellicule d'eau que tu ne vois pas. Sous ta paume, dans ce petit tapis vert et tiède, c'est un continent entier qui s'étend, peuplé de millions de créatures, traversé de chasse et de paisibles broutages, de naissance et de sommeil de verre. Songe à ce peuple invisible d'oursons d'eau, ces petites bêtes paisibles qui ont vu passer les dinosaures, qui ont survécu à tout, et qui savent faire ce que ni toi ni moi ne saurons jamais, suspendre leur vie, et la reprendre encore et encore, comme on ferme et rouvre un livre dont l'histoire n'en finit pas. Le monde est plein de ces merveilles minuscules, posées partout autour de nous, patientes, qui n'attendent qu'un regard, ou une goutte d'eau, pour révéler leurs prodiges. Repose-toi, maintenant. L'ourson d'eau veille dans sa goutte. Et toi, tu peux dormir. Bonne nuit.